Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Ouais, c'est la 100e revue de modèle. Autant vous dire que j'attendais ce moment avec une certaine impatience. Avant tout, permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité, vos commentaires sympathiques, et même pour celles et ceux qui attendent les vidéos chaque dimanche à 9h30. Ça me fait extrêmement plaisir et je vous en suis très reconnaissant. Pour cette 100e revue de modèle, je vous avais annoncé que je vous présenterais la miniature ayant la plus forte valeur de ma collection. Vous avez été pas mal à vous attendre à une CMC, une Auto Art, une amalgame, mais en fait, non. La miniature ayant la plus forte valeur sentimentale de ma collection, c'est cette Panhard 1908. Et justement, je vais vous en parler dans cette vidéo, parce que j'ai pas mal d'anecdotes à son sujet, et j'ai une belle histoire à vous raconter. Dans un premier temps, je vais vous présenter cette Panhard 1908 en musique. Dans un deuxième temps, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce modèle. Dans un troisième temps, je vais vous détailler un petit peu plus en détail la miniature, parce que clairement, ça n'a rien à voir avec les miniatures actuelles. Et dans un quatrième temps, je vais faire un monologue que je n'ai absolument pas préparé. On démarre en musique, c'est parti, c'est maintenant, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Panhard 1908. Alors, je vais être tout à fait franc avec vous, c'est pas une miniature que je connais plus que ça non plus. Panhard, c'est un fabricant français automobile qui a débuté son existence au tout début du 19e siècle. À l'époque, il n'était pas vraiment question de fabriquer des voitures, il était plus question de véhicules hippomobiles. Hippomobiles, c'est-à-dire tractés par des chevaux. À cette époque-là, il y avait deux entités différentes. Il y avait d'un côté l'ingénieur, celui qui fabrique le véhicule en question, on va dire, et de l'autre, il y avait les carrossiers. Et en gros, un ingénieur et un carrossier, ils n'étaient pas forcément liés, ils faisaient pas forcément le même travail. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, les voitures ne se ressemblaient pas toutes. Il y avait, par exemple, des carrossiers qui travaillaient sur certains types de châssis, d'autres qui allaient voir d'autres carrossiers, enfin bref, c'était très compliqué de s'y repérer et c'était encore plus difficile de reconnaître les modèles. Aujourd'hui, je vais donc vous parler un petit peu de cette Panhard 1908. Alors, c'est un modèle, on va dire, de maître. C'est-à-dire qu'on avait déjà une conduite intérieure, c'est-à-dire avec juste un toit sur le poste de conduite. Alors ça, à l'époque, c'était vraiment du luxe. Mais le vrai luxe, il se trouvait à l'arrière, puisque les personnes pouvaient voyager en étant à l'abri du froid, du vent, et ça déjà c'était assez exceptionnel pour l'époque. Donc on était clairement sur un modèle de luxe. Tout le monde ne pouvait pas se l'offrir. Et cette Panhard là, elle a eu le surnom de la Marquise. D'ailleurs elle est souvent connue pour ce surnom, tout simplement parce qu'il y a pas mal de rois qui ont voyagé dedans, beaucoup de marquises forcément, et donc on était clairement sur un véhicule de luxe, et à l'époque il n'y en avait pas tant que ça. Panhard, à l'époque, ils ont travaillé notamment avec Daimler pour développer certains types de modèles, et surtout des motorisations, et je pense que c'est de cette expérience-là que justement Panhard a pu développer une gamme, on va dire, un peu plus luxueuse. Il faut savoir également que Panhard, ils ont un sacré palmarès en compétition. Dès 1895, ils ont remporté le Paris-Bordeaux-Paris, qui porte très bien son nom, en effectuant les 1200 km qui séparent Paris de Paris en passant par Bordeaux, en 49 heures seulement. Et à l'époque, c'était quand même une sacrée prouesse. Panhard, c'est aussi l'histoire d'Émile Levasseur, parce qu'il y a eu les fameuses Panhard Levasseur. Levasseur, c'était un ingénieur et il a grandement contribué à la pérennisation de la marque, et bien avant le développement de ce modèle 1908, qui date donc de 1908. Je vais pas m'attarder plus que ça sur ce modèle-là, je vous dirais simplement que c'était un moteur 4 cylindres de 18 chevaux seulement, et que la vitesse de pointe, c'était 62 km/h. Aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais je peux vous assurer que pour l'époque, la notion de vitesse était totalement différente, et 62 km/h, c'était très beau. Allez, on passe maintenant à la présentation un peu plus détaillée de la miniature. Et là,
il y a beaucoup de choses à en dire. À vrai dire, je sais même pas trop par où commencer. Je pense que je vais commencer par vous parler un petit peu du canal d'achat et de pourquoi je suis attaché à cette miniature-là. Ce modèle-là, c'est une voiture miniature qui date de 1965. Donc elle a quasiment 60 ans. Et c'est un modèle qui a été acheté par mon arrière-grand-mère au Mans en 1965. Donc malheureusement, les factures ont disparu. Mais j'ai réussi à remonter un petit peu l'histoire de cette miniature. Une miniature d'ailleurs dont l'histoire va certainement vous surprendre un petit peu, puisqu'avant tout, il est question de biscuits. L'Alsacienne, c'est un fabricant de biscuits donc, qui a eu l'idée, un petit peu comme à l'époque avec les paquets de lessive où il y avait un jouet dedans, de proposer une sorte de jouet pour tout simplement ceux qui allaient acheter des boîtes de biscuits. L'idée, c'est si vous achetez 5 boîtes de biscuits, vous avez un bon de commande. Sur chacun des paquets, vous avez un petit ticket que vous pouvez découper, coller sur le bon de commande. Et dès que vous avez 5 petits tickets et que vous ajoutez 6 francs, ou alors 12 francs si vous n'avez pas acheté de boîte de biscuits, vous pourrez recevoir un taco géant. Non, pas un tacos, un taco. Ça s'intitulait à l'époque « Collectionner les tacos géants de l'Alsacienne ». Vous aviez donc la possibilité de recevoir une miniature. Alors à l'époque, je pourrais pas vous dire s'il était plus question de miniature, dans le sens objet de collection, ou alors plus vraiment de jouets. Donc je vais essayer d'analyser un petit peu ça globalement. Le bon de commande, j'ai réussi à en retrouver quelques exemplaires, en voici un, et donc ça vous permettait de choisir le modèle que vous désiriez. Au choix, vous aviez une Panhard 1908, une Fiat de 1899, une Rolls-Royce de 1908, un Taxi de la Marne Renault de 1907, une Renault de 1899, une Mercer de 1914, une Darracq de 1914, une Ford de 1912, une Packard de 1918, et il y a eu 2 modèles qui se sont ajoutés ensuite, il y a eu une Citroën Trèfle de 1923 et une Renault 2 pattes de 1911. Ouais, ça fait quand même beaucoup de choses. Et donc ces modèles-là, ils s'étaient surnommés les tacos géants de l'Alsacienne, parce qu'à l'époque, on est quand même sur une miniature de grande taille. Ce qui est amusant aussi, c'est que ces modèles réduits-là, ils étaient généralement à l'échelle 1/16e, mais vu que cette Panhard 1908 était très grande, ils l'ont faite à l'échelle 1/18e. Autant dire que ça lui donnait toute sa légitimité pour être dans ce studio aujourd'hui. Ce modèle-là, c'est certainement celui qui était le plus diffusé, tout simplement parce que dans le bon de commande, c'était celle qui était située en première, et elle était quand même très désirable, ne serait-ce que par sa taille et sa prestance. Le fabricant, c'est Nacoral. Alors, c'est un fabricant espagnol qui a produit un grand nombre de véhicules miniatures. Alors, il y avait quand même des gammes structurantes, notamment la branche qui s'appelait Chiqui Cars et qui était consacrée à des voitures ou 1.43. Il y a ensuite eu les Autos de Época, qui étaient ces fameux tacos géants pour l'Alsacienne, et il y a eu ensuite la branche Intercars, qui était en fait constituée de plusieurs modèles au 1.43 en Zamac, qui était en fait une reprise de ce que proposait un autre fabricant qui s'appelait Sablon. Nacoral, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et pour cause, c'est un constructeur, enfin c'est un fabricant de miniatures, qui est né dans les années 60 et qui s'est consacré justement sur la fabrication d'objets en plastique. D'ailleurs, à l'époque, il ne faisait que du plastique. La branche voiture, elle est apparue au milieu des années 60, avec notamment la branche dédiée au taco, qui était a priori une commande de l'Alsacienne, j'espère ne pas vous dire de bêtises. Et donc, c'était des modèles en polyéthylène, avec notamment un pare-brise transparent. D'ailleurs, c'est incroyable de se dire qu'en près de 60 ans, eh ben, il n'a pas tant jauni que ça. C'est juste remarquable. Et donc, c'était des modèles qui étaient plutôt de grande taille. Le Zamac, il est arrivé en 1900, fin des années 70, je crois. Et l'activité de Nacoral, elle a cessé en 1982. J'ai malheureusement pas trop d'informations à ce sujet-là, mais j'ai quand même réussi à retrouver l'adresse de l'usine Nacoral. Et en allant sur Google Street View, je me suis rendu compte que malheureusement, l'usine n'existait plus. Par contre, les bâtiments que vous voyez sur le côté gauche, en fait, c'était les usines, enfin, c'était les bâtiments qui permettaient aux ouvriers d'être logés à côté de l'usine. Malheureusement, il ne reste aujourd'hui plus rien de Nacoral. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais malheureusement, à l'époque, la concurrence était rude. Et lorsque le Zamac est arrivé et s'est développé, beaucoup de fabricants qui misaient encore beaucoup sur le plastique ont fermé leurs portes. Ce modèle-là, il est donc très différent de ce que je vous propose d'habitude. D'ailleurs, je sais même pas trop comment aborder cette vidéo-là. Honnêtement, c'est vrai que c'est un peu perturbant pour moi, mais ça fait du bien de sortir un peu de la zone de confort.
Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire? Je peux vous en dire déjà, avant toute chose, que ce modèle-là, il a donc été acheté par mon arrière-grand-mère en 1965, c'est-à-dire au tout début de l'ouverture des précommandes. Donc, c'est assez incroyable de l'avoir. Cette miniature-là, elle a bercé mon enfance, puisque c'est mon papy qui l'a récupérée. Et suite au décès de mon papy, j'ai récupéré ce modèle-là. Donc, ça fait quand même assez bizarre de l'avoir, parce que cette miniature-là, je la connais depuis mon enfance, depuis que je suis tout gamin. Et donc, au fil du temps, bah, ça fait vraiment bizarre de voir qu'elle a perduré. Et mine de rien, qu'elle est quand même en super état. Il faut dire que mon papy, il prenait quand même très soin de ses affaires. Et d'ailleurs, je le remercie énormément d'avoir préservé ce modèle. Alors, on est donc sur un modèle en plastique. Ça fait tellement bizarre, je sais même pas par où commencer en fait. On va commencer peut-être par le dessous. Alors, on voit déjà qu'on a un châssis qui est extrêmement basique. De toute manière, on est sur un modèle très ancien. Et donc, forcément, à l'époque, on n'avait clairement pas les procédés actuels. On note déjà, ce qui est marrant, c'est que les axes de roues, ils sont en métal. Et mine de rien, même s'il y a une petite corrosion de surface, le métal a quand même extrêmement bien vieilli. On note également qu'on a des pneus qui sont en plastique. Alors à l'époque, Nacoral, ils avaient débuté avec des pneus en caoutchouc. Et malheureusement, il y a eu énormément de problèmes avec ces pneus-là qui ont fondu très vite. Donc ils sont passés ensuite aux pneus en plastique. Et mine de rien, plus de 50 ans après, eh ben, ils ont quand même extrêmement bien vieilli. D'ailleurs, le plus impressionnant, c'est que le plastique n'est même pas fissuré. Au niveau des jantes, alors elles sont quand même assez remarquables parce que on a une texture, on a une patine qui s'est faite avec le temps. Et ce qui est marrant, c'est de voir que les jantes n'ont pas eu vraiment une finition qui était très aboutie, puisqu'on voit qu'il y a des parties qui sont restées, qui auraient dû être découpées, tout simplement parce que ça a été mal embouti. Donc pour l'époque, je pense pas que c'était vraiment dérangeant parce qu'on n'avait pas les standards actuels et les procédés de fabrication étaient totalement différents. Mais je trouve que ça ajoute vraiment un charme. D'ailleurs, la roue, elle n'est pas parfaitement ronde non plus. Donc c'est quand même assez amusant. On note également que l'axe de roue, il baille énormément. Alors cette miniature-là, voilà, il y a mes... Elle a vécu, donc il y a peut-être des pièces qui manquent. Peut-être une retenue ici et ici pour centrer les axes. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc les roues, effectivement, elles baillent un petit peu d'un côté et de l'autre. Bon, c'est pas très dérangeant parce que c'est pas une miniature avec laquelle on va jouer. C'est vraiment une miniature que l'on expose pour ce qu'elle est. La carrosserie, elle est donc intégralement constituée de plastique. Et ce qui est remarquable, c'est de voir que tout a relativement bien vieilli. Ce qui est amusant aussi, c'est de voir qu'il y a moins de 25 pièces qui ont été utilisées pour fabriquer l'entièreté du modèle. Donc c'est impensable de nos jours, mais pour l'époque, je trouve ça remarquable. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est que le modèle, il a quand même une sacrée prestance. Alors oui, c'est extrêmement basique, mais fondamentalement, on reconnaît le modèle que c'est. Tout est globalement bien schématisé. Et puis surtout, c'est un modèle qui était jouable en fait. Quand on est enfant, on pouvait même tourner le volant. Alors il tourne dans le vide évidemment, mais c'est quand même assez remarquable. Au niveau de la calandre, il faut savoir que tout a été modelé avec les phares. On est clairement sur des pièces en plastique. On a également la manivelle qui a subsisté. Alors bien sûr, elle n'est pas fonctionnelle. Mais ce qui est bien de voir, c'est que le tout a bien vieilli. Et surtout, il y a une petite patine qui s'est faite avec le temps que je trouve magnifique. On a également l'intérieur des phares qui est habillé d'un fond transparent pour donner du volume. Et là encore, ça n'a pas jauni. C'est assez remarquable de voir ça, surtout que de nos jours, malheureusement, les plastiques sont souvent de très mauvaise qualité. Ça prouve bien qu'à l'époque, quand on voulait faire du solide, eh ben on pouvait. Le pare-brise, lui, il est un petit peu plus jauni, mais honnêtement, c'est largement acceptable. D'ailleurs, j'ai de la chance d'avoir encore le pare-brise parce que beaucoup d'exemplaires sur le marché de l'occasion ne l'ont malheureusement plus. La carrosserie, fatalement, elle est quand même pas mal rayée, pas mal micro-rayée. Honnêtement, je n'essaierai même pas de faire une patine dessus ou de la restaurer ou autre. L'objet, je le trouve magnifique tel qu'il est, et puis sa valeur sentimentale fait que je n'ai pas envie de l'altérer en la remettant totalement à neuf. D'ailleurs, il est possible qu'il manque des pièces. Si vous constatez que c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je pense notamment qu'il manque une paroi ici. C'est peut-être le cas, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Toujours est-il que l'intérieur est également extrêmement basique. On a tout simplement un volant situé sur un axe, une banquette avant et une banquette à l'arrière. Il n'y a aucun habillage, tout est extrêmement basique. Mais je trouve que c'est quand même ce qui fait le charme. On a également des lumières. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment des lumières ? Ou alors l'ancêtre du clignotant, honnêtement, je ne sais pas. Qui sont bien reproduites là, qui sont des pièces rapportées. Mais de rien, ça a très bien tenu dans le temps.
Là, on doit avoir le klaxon. Et là, ça doit être certainement le frein à main et peut-être la commande de boîte de vitesse. Dans tous les cas, c'est assez marrant. Alors on voit également sur le toit que mon papy était très bricoleur et donc qu'il a réussi à fixer le système pour que justement la roue sur le toit ne bouge plus. Donc je pense que la jambe devait être cassée et donc qu'il l'a refixé comme ça en mettant un écrou là. Et bah mine de rien, ça a extrêmement bien tenu dans le temps. Au niveau de l'arrière, on retrouve des pièces en plastique qui sont extrêmement simples. Là, on a l'axe qui peut représenter des suspensions à lame, on peut essayer d'imaginer un petit peu comme ça. Sur la plaque, on a le nom du modèle, 1908, et à l'avant, au niveau de la plaque avant, on a tout simplement le nom du fabricant, Panhard. Et la miniature, je trouve qu'elle est assez incroyable dans son ensemble, surtout que quand on la regarde avec son regard d'enfant, elle paraissait super grande, mais en fait, elle est tout simplement à l'échelle d'un 18e, ni plus ni moins. Donc franchement, ça fait quand même assez bizarre de voir ça, et j'aurais pas cru que j'allais vous la présenter un jour, mais je trouve que cette 100e revue était l'occasion justement de montrer un modèle un peu plus personnel. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire dessus, mais ça me tenait vraiment à cœur. D'ailleurs, je profite également de cette vidéo-là pour faire un petit point qui, je pense, est important sur la valeur des miniatures et mon point de vue à ce sujet-là. On va changer de décor. Je pense que vous l'aurez compris, cette miniature-là, elle a une très forte valeur pour moi, parce que forcément, j'étais très attaché à mon papy. Mon papy était très attaché à cette miniature-là, donc forcément, si on fait le cercle, je suis très attaché à cette miniature-là, puisqu'elle me rappelle également mon papy. Donc, ça m'a permis aussi de réfléchir un petit peu à ce modèle-là, mais également aussi un petit peu au rapport que j'ai avec les voitures miniatures. Alors, je vais pas vous faire, je vais pas vous faire un discours trop long, rassurez-vous, mais je voulais tout simplement avoir un petit peu votre avis sur la question. Et pour ça, je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Quand j'étais gamin, donc c'était il y a déjà un petit bout de temps quand même, j'avais tendance à plus accorder en fait de crédit à la valeur financière d'une miniature. Par exemple, je vous donne un exemple, si j'avais le choix entre une Maisto qui me plaisait énormément, que c'était un coup de cœur, et qui a coûté 40 €, mais qu'à côté il y avait une Auto Art pas terrible, mais qui a été également remisée très fortement à 40 €, je me serais orienté forcément vers l'Auto Art, tout simplement parce que Auto Art à mes yeux était plus prestigieux que Maisto. Et plus le temps passe en fait, et plus j'arrive justement à me détacher un petit peu de ça. À détacher en fait la valeur financière d'une miniature par rapport à la valeur sentimentale et à l'histoire qui peut y être attachée. D'ailleurs, c'est un petit peu partant de là que, d'une forme de curiosité quand même, j'ai voulu essayer de voir un petit peu la cote de ce modèle-là. À mes yeux, elle a tout simplement une valeur sentimentale énorme. C'est-à-dire que même si vous me proposiez 10 000 € pour la racheter, je vous dirais non, clairement pas. Mais donc, j'ai quand même voulu essayer de voir un petit peu la cote de ce modèle-là, et je me suis rendu compte que la cote était de 15 € si elle était en bon état. Je pense que là, comme il y a une partie manquante et pas mal de rayures, je pense qu'on serait plus dans les 10 €. Et 10 € pour une voiture miniature, c'est une cote de merde. Mais en gros, je me suis dit, mais fondamentalement, est-ce que ça m'importe le fait qu'elle cote que 10 €? Et surtout, est-ce que j'aurais eu un regard différent si elle cotait 12 000 €? Et ben en fait, je pense que non. Je pense que mon regard n'aurait pas changé. Parce que plus le temps passe et plus justement j'essaie de me détacher un petit peu de ça. Parce que fondamentalement, ce qui fait la valeur d'une voiture miniature, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo dessus, c'est l'offre et la demande, du moins sur le marché de l'occasion. Et donc forcément ce modèle-là est très peu demandé, donc vu qu'il y a beaucoup d'offres, les gens sont obligés de casser les prix pour les vendre. Mais s'il y avait beaucoup de demandes, et si que là, toutes les personnes qui regardent la vidéo, vous en cherchez une, et ben je pense que les prix pourraient très rapidement augmenter. Alors, je dis pas ça parce que je veux spéculer. Je vous l'ai dit, la miniature n'est pas à vendre même pour 12 000 €. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je trouve que le regard, au fur et à mesure du temps, il évolue pas mal par rapport aux voitures miniatures. Les miniatures que j'achetais à l'époque sont plus celles que j'achète aujourd'hui. Alors, ça veut pas dire que j'ai arrêté d'acheter des hauts de gamme, tout simplement que certaines miniatures haut de gamme pour lesquelles il n'y a pas d'histoire à raconter, bah j'arrive pas à les apprécier autant en fait. Par contre, les voitures miniatures pour lesquelles j'essaie de les trouver depuis très longtemps, et ben là pour le coup, je trouve que ça leur donne vraiment du cachet. Je vous parlais justement de mes Citroën Xara Picasso ou un 18e, je les ai tellement cherchés que quand je les ai eus, j'étais ultra heureux. Alors qu'au final, il y a des modèles, par exemple, dont certains que je vais vous présenter dans pas trop longtemps, je voulais la garde surprise quand même, qui est une miniature quand même plutôt prestigieuse, mais au final, je l'ai acheté parce qu'elle était en promotion, mais il y a trop rien à raconter, et la miniature en elle-même, je la trouve pas folle. Donc, je vous avais dit que ce monologue n'aurait pas forcément trop de sens, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que
Une voiture miniature, c'est avant tout une histoire. On en parlait avec Emilien de Minich l'autre jour. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment d'attache à la miniature en fait. Et plus le temps passe, et plus justement je m'attache à ça. Alors, je voudrais également avoir votre avis donc sur ce sujet-là. Comment vous achetez vos voitures miniatures? Est-ce que vous achetez forcément au coup de cœur? Est-ce que vous achetez avant tout le prestige d'un fabricant avant l'accroche que vous allez avoir sur la miniature? Est-ce que... En vrai, je sais même pas quoi vous poser comme question, c'est pas facile. Mais plus dans le détail, parlez-moi un petit peu de votre rapport avec les voitures miniatures. Comment vous les sélectionnez? Est-ce que vous achetez du haut de gamme pour acheter du haut de gamme? Est-ce que vous achetez vraiment que les voitures pour lesquelles vous avez eu une histoire à l'échelle 1/18e, à l'échelle 1? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Et moi, je vais retourner la remettre en vitrine. Sur ce, j'espère en tout cas que cette petite revue de modèle vous aura plu. Personnellement, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Alors, j'ai parfaitement conscience que j'avais pas forcément énormément de choses à dire, parce que je connais ni trop bien le fabricant, ni trop bien Panhard, ni encore moins les voitures de cette époque. Donc même pour faire de la contextualisation, pour moi, c'était un petit peu plus compliqué. Mais néanmoins, ça me tenait à cœur de vous présenter ce modèle-là, qui est justement cher à mon cœur, et qui me permet aussi de rendre un hommage à mon papy, qui est décédé il y a bientôt 2 ans. Parce que c'était la miniature qui était exposée tout simplement sur son armoire, et donc rien que pour ça, c'est juste exceptionnel pour moi, et cette voiture-là a une énorme valeur sentimentale. Que puis-je vous dire d'autre? Bah merci pour votre fidélité, franchement ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, si vous voudriez que je vous présente un petit peu plus de modèles un peu hors du commun, j'en ai pas d'autres comme ça, mais j'en tiendrai rigueur et je ferai en sorte d'adapter un petit peu plus le contenu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Bon, si vous avez une Panhard 1908, ça devrait aller. Et bye bye, salut!